on a un chapitre 6 qui s'appelle Le problème anthropique de l'humanité et ses mythes. Voilà, donc, en fait, il a, avec, dans les chapitres précédents, plus celui sur la pollution que nous venons de voir aujourd'hui, Mhm. euh, il nous expose tous les problèmes que nous pose la loi de l'entropie par rapport à notre intention de faire de l'industrie. Il dit, voilà, la loi de l'entropie, ça pose des problèmes à notre activité industrielle. Et l'humanité, pour s'en sortir, elle a créé un certain nombre de mythes. Voilà. Bon. Alors, on a souvent parlé de Lévi-Strauss et des Bororo, hein. Bon, à savoir que est-ce que disons le primitif, l'homme primitif, était plus agi par les mythes que l'homme moderne? Bon, Mhm. ça pourrait faire sans doute l'objet d'une réunion entière, mais plusieurs fois, on a eu à souligner dans nos échanges que l'homme moderne était agi par des mythes au moins aussi souvent, enfin d'une façon peut-être même plus complète par rapport Mhm. à son mode de vie et à sa survie Mhm. que le primitif. Voilà. Mhm. Euh, contrairement à l'idée reçue qui assimile l'homme civilisé à un homme qui ne fonde ou qui ne base son comportement que sur la raison. Mhm. Voilà. Bon, ça Spinoza dit que c'est l'homme sage qui ne fonde que son raisonnement sur la raison et pas sur l'émotion. Et bon, moi je dirais que l'homo industrialis, il fonde son raisonnement, il fonde son comportement non pas sur le raisonnement, mais il fonde son comportement sur les affects qui sont grosso modo un échafaudage de mythes. Voilà. Et alors, euh, Bruegel nous en donne ici quelques aperçus. Alors, pour commencer, il y a l'argument simpliste qui prétend que les lois sur lesquelles nous fondons la finitude des ressources naturelles accessibles sont réfutées à leur tour, comme cela est arrivé à plusieurs lois naturelles. Euh, Des mythes. L'humanité et ses mythes, hein. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, pour commencer, premier mythe, l'argument ou le mythe simpliste qui prétend que les lois sur lesquelles nous fondons la finitude des ressources naturelles accessibles sont réfutées à leur tour, comme cela est Oui. arrivé à plusieurs lois naturelles. Mhm. Alors, tu nous as dit l'autre fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, que la science, bon, c'était une science à un moment donné, hein, mais Oui. que on n'était pas sûr que ça soit exact, que ça a souvent été réfuté, que ça peut être réfuté, etc., etc. Et alors, Reagan nous dit que il y en a qui se servent de ça pour dire, oh, attendez, votre loi de l'entropie, oui, bon, c'est vrai. Moi, je ne peux pas la contester, mais peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a un thermodynamicien qui va venir contester la loi de l'entropie. Tout Bon, à c'est un fait. argument. C'est un argument, oui, tout à fait. Tout à Qu'est-ce que tu en fait. penses de cet argument? Bah, il est, si on raisonne selon la stricte définition de la science, euh, qui repose a priori sur le doute une remise en cause permanente sur le plan, alors là, strictement épistémologique, c'est un argument qui est complètement recevable. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été réévaluées au nom de découvertes ultérieures. Et la science repose justement, par définition, sur son évolution. La science, c'est le corpus que la communauté des scientifiques pense juste à un moment donné. C'est ça la science. Et il Mhm. est toujours amendable, peut-être remis en doute. Voilà. Donc c'est un argument qui est parfaitement recevable. Voilà. Euh, Autre chose est le principe anthropique, on en reparlera sans doute après,
qui est la croyance absolument majeure de l'humanité. Mais ça, c'est un petit sujet qui en dépend, mais qui n'est pas tout à fait ce que dit là Huygens. Alors, je pense que Le quand il... principe anthropique avec AN et le AN, voilà, principe c'est ce que j'allais dire. anthropique avec Voilà. EN, voilà, ANTH. il faut le préciser. Voilà, oui, Le oui, 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 oui. anthropique Faut avec absolument AN préciser. était Tout pour à fait. moi le mythe essentiel de l'humanité, alors que le principe anthropique, alors là, c'est clairement pas quelque chose qui est scientifiquement, c'est de la philosophie, donc on le reçoit pas, on le discute bien évidemment, mais ça ne prétend pas être un principe scientifique. Alors que le principe anthropique avec EN est un principe, lui, scientifique, qui est effectivement susceptible d'être remis en cause. D'ailleurs, il l'a été, hein, c'est clairement, il a été développé quand même dans les lois de la thermodynamique, et après on l'a mis à beaucoup de sauces. On l'a utilisé pour la communication, on l'a utilisé pour, voilà, pour beaucoup de choses, en retournant parfois d'ailleurs complètement les arguments. Donc, on pourrait dire qu'il est sujet à caution, oui, tout à fait, c'est tout à fait recevable. Oui, absolument, absolument. Bon, Huygens donne un élément de, non pas de réponse, mais d'appréciation là-dessus. Euh, il le dit d'une façon assez précise. Bon, je vais le résumer parce que je ne retrouve pas le passage exact. Il dit que la loi de l'entropie, elle sera, bon, elle a une chance effectivement d'être fausse, mais une chance extrêmement faible. Et que tout est comme Oui, ça, finalement. oui, Bon, oui, Huygens, à aucun moment, dit que les lois sont irréfutables. Il s'agit de savoir si on est en présence d'un mythe qui a, euh, qui a une construction à 90% disons de l'imaginaire humain, ou si on est en présence d'une loi physique qui a 99% de chances de ne pas être. Donc on est dans le domaine des probabilités, plus ou moins fortes. C'est ce que le GIEC appelle hautement improbable ou fortement probable. Voilà. tout à On fait. est tout à fait d'accord là-dessus. Alors bon, le principe anthropique, il est... Bon, c'est un présupposé, hein. C'est un présupposé de toute la science. La science, bon, c'est l'homme qui la voit, c'est lui qui l'écrit. Alors, on retrouve un petit peu la C'est même logique. Là, on anticipe sur le débat qu'on va avoir à partir dans 10 minutes, là. C'est que quand on parle de droit de la nature, de loi de la nature, il faut oublier que c'est l'homme qui va les écrire. Tu as raison de dire dans le prolongement. Tu dis le principe anthropique dans le prolongement. Ouais, mais le principe anthropique pris simplement dans lui-même dit pas, il pas forcément anthropocentré. Pas forcément c'est non, pour l'homme. C'est parce qu'il m'est donné de voir les lois que les lois existent. Ça ne veut pas exactement, forcément dire qu'elles existent pour l'homme. C'est vraiment le prolongement. Bon, mais là, c'est un débat métaphysique. tout à fait. Des arguments plus sophistiqués ont été élaborés à partir de l'interprétation statistique des phénomènes thermodynamiques. Une tentative pour rétablir la suprématie de la mécanique, étayée cette fois sur une notion de probabilité. Bon, on sait, on connaît la distinction à laquelle tient beaucoup Huygens, hein, entre les mécanistes et les thermodynamistes. Alors, selon cette interprétation, la réversibilité de l'entropie haute en entropie basse, c'est ça le problème. Là, on est sur le truc, bon, est seulement, est seulement un événement fortement improbable, mais non totalement impossible. Donc voilà, en fait la réponse, elle était toute proche, elle était là. Hein, voilà. Et puisqu'un tel événement est possible, nous devrions être capables de le provoquer par un dispositif ingénieux aussi souvent qu'il nous plaît. Donc, en fait, euh, ils admettent, les mécanistes admettent que la réversibilité de la haute entropie en basse entropie, c'est fabriquer de la basse entropie. C'est fortement improbable, mais il n'y a pas de preuve que ce soit impossible. Donc, puisqu'un tel événement est possible,
on devrait être capable, pourquoi pas, puisqu'il ne faut pas oublier que l'homme, c'est le génie de l'univers, et que le génie humain n'a pas de limite, hein, c'est le péché d'orgueil incommensurable, en fait, qui a généré tout ce délire des 170 dernières années. Bon, ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Huygens. On devrait être capable de le provoquer, cette inversion de haute entropie en basse entropie, par un dispositif ingénieux aussi souvent qu'il nous plairait. C'est ça l'enjeu, en fait. Voilà. Euh, Exactement comme un tricheur adroit peut sortir un 6 presque à volonté. Pas impossible, mais possible. Tout à fait. Voilà. Et après, il embraye sur une notion alors qui est présente, non pas qui énerve, comme tu as dit, mais qu'on retrouve, qui est saupoudrée ici et là, c'est la notion de contrebande d'entropie. Mhm. Voilà. Alors, certains, encouragés à un moment donné par un scientifique aussi éminent que John von Neumann, que je connais pas, Mhm. ont exprimé l'espoir que l'homme finira par découvrir comment faire de l'énergie un bien libre, exactement comme l'air ambiant. Mm. Voilà. Alors, avec l'idée maintenant, un peu plus loin, avec l'idée maintenant colportée d'un journal à l'autre, bon c'était en 70, que le surrégénérateur produit plus d'énergie qu'il ne consomme, le sophisme de la contrebande d'entropie, puisque c'est, bon, la surrégénération, lorsqu'on nous dit que Mm. ça produit plus d'énergie que ça n'en consomme, c'est Mm. qui est faux, bon, et c'est l'idée de la contrebande d'entropie. Voilà. Le sophisme de la contrebande d'entropie semble avoir atteint sa cote la plus élevée, même parmi de larges cercles intellectuels, économistes compris. Mm. Un petit peu plus loin, on n'a plus que 5 minutes, hein, un petit peu plus loin, la notion d'une limite absolue des ressources naturelles utilisables est insoutenable dès lors que la définition des ressources varie radicalement d'une façon imprévisible dans le temps. Alors un autre sophisme, c'est-à-dire, tout ça c'est des arguments contre. Hein, voilà. Bon. Mhm. Euh, on va nous dire, mais vous nous parlez de ressources naturelles, mais qu'est-ce que c'est que de ressources naturelles? Voilà, alors là, on n'est plus dans la science peut être contredite, on est dans les mots, finalement, les mots n'ont pas de sens. Hein. Bon, Mm. il n'y a pas de limite dans le sophisme pour trouver des arguments contradictoires. Alors, Barnett et Morse, alors toujours Barnett et Morse, alors Solo, on parle beaucoup, hein. Et, bon, c'est pas Laurel et Hardy, c'est Barnett et Morse. Alors, dans Barnett et Morse, on lit également qu'il n'existe pas de limite supérieure, même pour une terre arable, parce que le mot arable est indéfiniment définissable. Voilà ce qu'écrivait Barnett et Morse. Sur les travaux de Barnett et Morse, sur lesquels s'est appuyé en partie Solo, hein, pas l'oublier, hein, prix Nobel et Solo, grand prêtre de la croissance durable. Solo, il Mhm. écrit des équations pour nous dire que la croissance est durable. Voilà. Alors bon, c'est intéressant parce que c'est le type d'arguments qu'on peut débusquer de temps en temps, souvent sous des formes cachées. Donc c'est bien de les avoir déjà identifiés à l'avance. Alors, la thèse favorite, un peu plus loin. La thèse favorite des économistes tant orthodoxes que marxistes, c'est que la puissance de la technique est sans limite. Alors toujours Barnett et Mm. Morse, Solo, etc., etc., Banque mondiale. Nous serions toujours capables non seulement de trouver un substitut pour remplacer une ressource qui est devenue rare, donc là, le mythe de la substitution, Mm. non pas durable, mais systématique, éternelle, mais encore, nous serions susceptibles d'augmenter la productivité de n'importe quelle source d'énergie et de matière. Devrions-nous manquer de quelques ressources, que nous imaginerions toujours quelque chose, ainsi que nous l'avons continuellement fait depuis l'époque de Périclès. Alors ça aussi, c'est euh, c'est un mythe, c'est une maxime qu'on entend régulièrement. Nous avons toujours trouvé des moyens d'améliorer et ça ne s'arrêtera jamais.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cet argument? Il y a eu des retours en arrière. Alors, il y a eu, bon, il y a des exemples où l'homme n'a pas voulu croître, n'a pas voulu améliorer les choses. Bon. Mais il y a aussi des exemples où il n'a pas pu. Et cette idée de dire, mais on a toujours pu, dès qu'on a eu un problème, on a toujours su le résoudre. Bon, c'est historiquement faux. Bon. Et puis, même si c'était vrai, ça pose le problème des limites. Et alors, lui, Roegen, arrive à une conclusion moi, que j'aime beaucoup, parce que, bon, c'est des extraits, mais il y a 2 ou 3 paragraphes là-dessus, des tas d'exemples, et termine en disant, on peut difficilement imaginer une forme plus catégorique de mode de pensée linéaire. Voilà, Tout à fait. c'est de la pensée linéaire. Tout à fait. C'est-à-dire, nous sommes sur une... Alors, c'est linéaire et ça a même quelque chose de sacré, quelque chose de divin. C'est-à-dire, nous sommes sur une trajectoire montante et une courbe qui a un sinus de temps et il n'y a aucun problème, ça continuera toujours. Tout à fait. Alors, avec une pareille logique, aucun être humain jeune et sain ne devrait être affligé du rhumatisme ou de n'importe quel autre de ces maux qui apparaissent avec l'âge. Il ne devrait même jamais mourir non plus. Les dinosaures, juste avant de disparaître de notre planète, n'avaient derrière eux pas moins de 150 millions d'années d'existence véritablement prospère, et ils n'avaient pas pollué l'environnement des déchets industriels. Oui. Eh. Voilà. Donc si on veut durer 150 millions d'années, on en est loin parce que bon, on en est à peine. Alors, bon, si on compte, le genre Homo, ça va faire 3 millions d'années. Si on compte Homo sapiens, ça va faire 300 millions. Alors, à côté des 160 millions des dinosaures, on est encore loin du compte en termes de développement durable et de mode de pensée linéaire et de grands génies de l'univers. On est encore loin, très très loin. Ça, si ça me peut être un argument que j'aime bien, parce que c'est un argument que les gens ignorent. Enfin, celui en général qui porte plus haut la bannière de l'Homo sapiens, qui trouve toujours et qui trouvera toujours des solutions au moindre problème qui lui sont posés. Quand on parle des 170 ans de croissance industrielle comparé aux 160 millions d'années des dinosaures, bon là en général, ils regardent ses lacets. Hein. Ils ne trouvent pas grand-chose à dire. Bah, c'est que les dinosaures, alors bon, c'est un argument Comment qui il peut, dit? il peut Qu'est-ce qu'il... décliner, il est tiroir cet argument. D'abord, les dinosaures ont vécu 160 millions d'années. Et l'homme, pour l'instant, il en est qu'à 300 000 Oui, ans. oui, Bon, voilà. donc déjà, il y a un argument lorsqu'on parle d'espèces durables et tout. On a l'exemple d'une espèce durable, la plus durable qu'on connaisse. Et bon, disons, ça devrait inciter à l'humilité, la première chose. Bon, deuxième chose, c'est que les dinosaures n'ont pas pollué l'environnement. Mhm. Et alors, si je veux être aussi sophiste que celui d'en face, je dirais, c'est parce qu'ils n'ont pas pollué l'environnement qu'ils ont duré 160 millions d'années. Et nous, c'est parce qu'on a pollué l'environnement que d'ici un siècle ou deux, notre espèce disparaîtra. Voilà. Bon, Mhm. plus sophiste que moi, tu meurs. Bon, là, on peut jouer à ce jeu-là aussi. Mhm. Euh, Et où est le mythe, là? ah, mais c'est alors, le mythe qui nous est asséné, c'est euh, quels que soient les problèmes Oui, ça que l'homme va d'accord. rencontrer, il saura les résoudre. Moi, j'ai Oui, ça va, mais j'articule pas avec la tentative de comparer la courte période humaine et la longue période dinosaure. Je comprends pas qu'on passe de l'argument l'homme résoudra les problèmes. Euh, je vois pas le lien entre les deux là. Non, c'est pas un lien direct avec l'homme. L'homme résoudra les problèmes. Mhm. C'est un lien avec la pollution. Parce que Roegen Mhm. dit ils ont duré 160 millions d'années sans Mhm. polluer. Et avant, Mhm.
on était sur le chapitre de la pollution où Mhm. le croissanciste nous dira, mais la pollution, bon, c'est un problème, mais on va le régler. Mhm. Mais bon, non, mais la comparaison, je suis d'accord, elle a ses limites, hein, mais je dirais c'est un peu sophisme contre sophisme. Autant que on peut en avoir quelques-uns dans notre musette. Mhm. euh, en général, je parle d'expérience. L'argument des dinosaures, euh, c- il, euh, il est efficace. Même s'il n'est pas, je suis d'accord, forcément complètement adapté. Mais c'est pareil, hein, les contre-arguments qu'on nous renvoie sont pas toujours parfaitement adaptés à ce qu'on vient de dire, hein. Mais les contre-arguments qu'on nous renvoie, qui sont supposés devoir faire mouche, sont des arguments qui portent des grandes idées, forces, bon, même s'ils ne sont pas complètement pertinentes par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a l'effet d'annonce, hein, qui peut jouer dans les débats.